Paris et Londres souhaitent livrer des armes aux rebelles syriens, et ce malgré l'embargo européen en vigueur. Depuis 2 ans, la Syrie est plongée dans une guerre civile à l'issue incertaine. D'un côté, les fidèles de Bachar el-Assad, de l'autre, les rebelles de l'armée syrienne libre. Ces derniers manqueraient d'armes et de munitions pour faire face aux troupes du régime. Non, mais en substance, c'est ça. C'est 2 camps qui s'affrontent. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, écoutez, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Hein? Excusez-moi, dans quel but? L'idée de renverser Bachar, c'est quoi le but? La finalité? Dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit, on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Bachar el-Assad affirme sa détermination. Il martèle que son pays fait face à une guerre qui n'a qu'un seul responsable, l'étranger. La communauté internationale ainsi que certains pays de la région croient que ce qui se passe en Syrie, ce sont simplement des manifestations pacifiques dans les rues et que la violence est uniquement perpétrée par l'État. Aujourd'hui, 1 an et demi après le début des manifestations, les choses sont claires, les masques sont tombés. L'implication des puissances étrangères dans cette crise est désormais évidente. Mais le colonialisme reste le colonialisme, même si les visages et les méthodes changent. Bachar el-Assad a écarté toute possibilité de dialogue avec les opposants liés à l'étranger, faisant notamment allusion au Conseil national syrien. Le président a envoyé un message clair aux manifestants et au monde entier. Il n'y aura aucun compromis dans la lutte contre ceux qu'il appelle les terroristes. C'est ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils ne sont pas étonnants, je vais vous expliquer. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Ghazien, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra. Par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à monsieur Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à monsieur Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. L'attitude de la France en Syrie n'est pas... en Syrie, alors? Soutenir Assad contre Assad, mais ne pas se mêler de cette affaire. Nous avons pris position pour les sunnites. Nous sommes les alliés inconditionnels de l'Arabie Saoudite et du Qatar avec les sunnites. On sait très bien que l'Arabie Saoudite soutient les sunnites d'Al-Nosra. Ils sont armés contre Assad, parce qu'Assad il est chiite. Tout ça, c'est un problème complexe que peut-être vous ne connaissez pas, mais renseignez-vous. L'Arabie Saoudite soutient des groupes armés comme Jaïch al-Islam, qui sont, pour certains, considérés comme des groupes terroristes. Et on entend souvent, les Saoudiens supportent des groupes terroristes. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Pour ce qui est du terrorisme en général, nous sommes tous des victimes du terrorisme. Les terroristes nous attaquent, donc comment pourrions-nous les soutenir? Nous avons pris des mesures très fermes contre le terrorisme et l'extrémisme et leur financement à l'intérieur et à l'extérieur du royaume saoudien. Nous coopérons avec de nombreux pays, y compris la France. Donc penser que l'Arabie saoudite soutient une idéologie ou un mouvement dont l'objectif est de nous tuer, c'est très naïf, voire ridicule.
En ce qui concerne les groupes que vous mentionnez, Jaïch al-Islam et Ahrar al-Sham, l'Arabie saoudite fait partie d'une coalition de 10 pays, dont la France, et ces 10 pays fournissent un appui à l'opposition syrienne modérée. Je ne comprends Nous avons pas. pris la décision. L'opposition modérée. Mais ça n'a pas de sens. Des islamistes modérés, vous avez vu ça où, vous? Oui, ça existe, à part dans vos canards. Ça n'existe pas. Sur le terrain, c'est sauvage comme les autres. Dans la bouche de nombreux dirigeants occidentaux, ça existe. Oui, ça existe. Suivant les mois, ça change. Je viens de vous dire à l'instant que les modérés, c'est Al-Qaïda. Il y a même pas 2 mois, on les traitait de terroristes. Et on les bombarde en Afghanistan. On se moque du monde. Pourquoi j'en parle comme ça? Après tout, je pourrais très bien dire, c'est pas mon affaire. C'est que il y a un risque d'embrasement absolument terrifiant. Il y a un risque de guerre mondiale dans cette affaire. Bien sûr. Quand j'entends les Anglais dire qu'ils prétendent bombarder les avions russes qui violeraient l'espace ou je sais pas trop quoi, ce sont des fous de faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut maintenant s'asseoir à la table, discuter, et on discute avec les gens qui sont là. Bachar el-Assad. Bachar el-Assad. Mais écoutez, c'est pas ça la question que vous devriez me poser. Du massacre de son peuple, je le dis. Oui, bien sûr. Rappelle. Nous et nous tous, nous allons le répéter en chœur avec les gens qui sont à la technique. Mais est-ce que la question que vous devriez me poser, c'est est-ce qu'on négocie avec Daesh? Ça n'a pas l'air de vous déranger. Je viens de dire on négocie avec ceux qui combattent. La première idée qui vous vient à l'esprit, c'est Bachar el-Assad. C'est-à-dire que Daesh n'est pas l'ennemi pour vous. Pour vous tous, l'ennemi essentiel, vous ne savez même plus pourquoi, c'est Bachar el-Assad, et vous pensez que l'objectif prioritaire, c'est de le faire tomber à n'importe quel prix. On n'a pas dit ça. Comment ne pas soutenir le gouvernement de Bachar el-Assad, puisque c'est le gouvernement légitime de la Syrie? Qui soutenir? Les terroristes? Ceux qui veulent un conseil de transition? Ceux qui tuent les gens de tous côtés? Je ne sais pas comment il se fait que certains gouvernements d'Europe se réunissent avec les terroristes et ne reconnaissent plus un gouvernement légitime. Pour Hugo Chavez, la rébellion en Syrie est une crise planifiée comme la chute de Kadhafi en Libye, et les États-Unis en sont les plus grands opposants. Il a en revanche salué les positions de la Russie et de la Chine qui ont bloqué les résolutions de l'ONU. Vous pensez que le rôle de la Russie est important là-bas? On a vu que la Russie bombardait même des positions des rebelles qui essayent justement de bouter Bachar el-Assad hors du pays, rebelles qu'effectivement la France soutient officiellement. Ça n'est pas gênant de tuer des gens comme ça, que la Russie envoie finalement son armée sur place? Le rôle de la Russie est incontournable et primordial en Syrie. Je pense que depuis que la Russie est arrivée aux côtés des Syriens, le peuple est un peu plus rassuré, et Bachar el-Assad nous a dit qu'il était très très heureux que la Russie les rejoint. Merci beaucoup. Nouvelle salve de frappes aériennes russes en Syrie. Le ministère russe de la Défense a confirmé ce jeudi que de nouveaux raids avaient eu lieu la nuit dernière dans les provinces d'Idleb, Hama et Homs. Mais coup de théâtre, les États-Unis, via le sénateur John McCain, affirment que ce sont des rebelles formés par la CIA qui ont été frappés par les raids russes à plusieurs reprises. Je peux absolument vous confirmer qu'il y a eu des frappes contre l'armée libre de Syrie ou contre des groupes qui ont été armés et entraînés par la CIA. Une source de sécurité syrienne a de son côté affirmé que 4 avions russes avaient bien pris pour cible des bases de Jaïch al-Fatah, l'armée de la conquête, l'un des plus importants groupes rebelles qui regroupe le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda et d'autres groupes islamistes. Justement, Frédéric Pichon, on le rappelle, l'État islamique profite d'une certaine manière du fait que les rebelles soient ciblés par la Russie, alliée du régime syrien de Bachar el-Assad. Donc plus que jamais, on peut se demander à quoi joue Moscou finalement. Et est-ce que ce n'est pas contre-productif, cette action? Écoutez, moi ce que je vois, c'est que ça fait 1 an que les Russes, ça fait 1 semaine qu'ils combattent l'État islamique. Ça fait 1 an qu'une coalition est censée faire reculer l'État islamique. Est-ce qu'on accuse les États-Unis, l'Arabie Saoudite de ménager Daesh ou d'avoir permis son avancée? Bon, ça c'est une première chose. D'autre part, c'est pas vrai. La Russie bombarde aussi l'État islamique. Elle a effectué des frappes à Raqqa. Il semble que la France en a effectué 2 seulement en 1 an. On a attendu 1 an avant de bombarder en Syrie, donc on a épargné l'État islamique aussi. Or, la Russie y est. D'autre part, ce que vous appelez les rebelles, là aussi, je crois qu'il y a plusieurs sortes d'opposants. Je crois que c'est ce que veulent les Russes. Les Russes veulent que les masques tombent et que les choses soient clarifiées. Opposants, rebelles, j'ai même lu ou entendu l'expression rebelle modéré, rebelle relativement modéré. De quoi s'agit-il? De l'armée syrienne libre? L'armée syrienne libre, aujourd'hui, a annoncé dans un communiqué conjoint avec Jabhat el-Nosra, Al-Qaïda, une opération dans le nord de la province de Homs. Voilà. Jaïch al-Fatah, que nos alliés saoudiens financent. Ils ont annoncé d'ailleurs aujourd'hui que, en accord avec la France d'ailleurs,
qui au passage sous-traitent et, à mon avis, jettent de l'huile sur le feu, qu'ils allaient fournir des armes létales à ces brigades, et notamment Gégel Fateh, qui est chapeauté par Al-Qaïda. Ça veut dire que les gouvernements français ont fait de notre pays, effectivement, la catin d'émirs bedonnants, la catin du Qatar, de l'Arabie Saoudite, qui manifestement contre-argent-sonnant, c'est une cata pays à cause peut-être. C'est le gouvernement français qui fait de notre pays Le Pen a répété cela. ce qu'elle avait dit à Marseille. La France est devenue la catin des émirs bedonnants. Quand j'entends dire que la France est la catin, c'est ça. Quand j'entends dire qu'Assad est la moins pire des solutions, quand j'entends dire que notre gouvernement est un soutien du fondamentalisme islamique terroriste que nous combattons partout. Ça nous en pensait Quand quoi de j'entends ces mesures? Là, on voit manifestement que la personne qui vient de s'exprimer ne connaît pas très bien le phénomène, ou alors a été mal informée. Si on parle de l'espace Schengen, aujourd'hui l'espace Schengen, vous avez des Français qui étaient soupçonnés dans des affaires de terrorisme, 3 membres de la cellule de Cantorsi, dont certains avec lesquels j'ai pu m'entretenir, qui sont partis en Syrie alors qu'ils étaient recherchés dans une affaire de terrorisme qui était qualifiée comme la plus grave depuis des années par le procureur de Paris. Vous avez des gens qui partent en famille aujourd'hui, des gens qui sont fichés. J'ai rencontré des jeunes qui ont dit pendant 1 an sur internet des profils Facebook à leur nom public, leur amour de Mohamed Merah, d'Oussama Ben Laden, et qui la veille de partir eux-mêmes ne pensaient pas réussir à partir, et qui finalement sont arrivés en Syrie en toute tranquillité. Donc il n'y a aucune raison pour que cela change aujourd'hui, puisque la France est une démocratie et elle est juridiquement démunie pour empêcher les jeunes de partir, et les mesures annoncées aujourd'hui ne changeront rien à cela. Je connais même des Français qui font les allers-retours entre la France et la Syrie. À aucun moment ils ne sont inquiétés, et en réalité la France n'a jamais véritablement cherché à empêcher ce phénomène. Au départ, il y a eu une vraie stratégie des services de renseignement français de laisser ces gens partir en Syrie en se disant finalement ils sont mieux là-bas à combattre un ennemi commun, en l'occurrence Bachar el-Assad, plutôt que de rester sur le sol français avec le risque qu'ils ne commettent des attentats. Et aujourd'hui, vu les mesures qui sont annoncées, qui n'auront sans doute aucun effet pour lutter contre le djihad en Syrie, on peut se demander si les autorités françaises ne sont pas finalement sur à peu près la même ligne. Regardez ce sujet d'Ahmed Tazir, parce que c'est l'occasion de revenir évidemment sur, j'allais dire, le mode opératoire, la façon dont ces jeunes vont réussir à passer par la Turquie, rejoindre la Syrie, l'Irak pour aller combattre. Certains y sont en ce moment même, certains sont morts, d'autres sont revenus. Regardez, sujet d'Ahmed Tazir. Moudjahid Fisabilillah, combattant pour la cause de Dieu. Voilà comment ce compte Facebook créé en décembre est dénommé. Il appartient à un jeune Toulousain, il a 15 ans à peine et déjà combattant du djihad. Avec un ami du même âge, ces 2 lycéens se sont radicalisés en quelques semaines. Le propriétaire du compte a posté cette photo, elle est localisée en Syrie. Comme eux, 250 Français seraient actuellement dans ce pays, dont une douzaine de mineurs. Mais quels sont leurs profils? La plupart ne sont ni islamistes ni radicaux, des jeunes souvent sans histoire, sensibilisés aux atrocités de la guerre en Syrie via Internet. J'ai rencontré moi un jeune qui est allé en Syrie, qui a combattu, qui est revenu, qui devait encore également repartir, et qui naturellement dit qu'il est allé combattre par conviction, parce qu'il ne peut pas accepter ni admettre la dictature de Bachar al-Assad qui est en train de massacrer son peuple, d'une part, et d'autre part, ils nous disent que si les autorités françaises nous reprochent de partir là-bas, il faut quand même pas oublier que le président de la République et le ministre des Affaires étrangères sont passés sur toutes les chaînes de télé en accusant le régime de Bachar al-Assad de régime assassin, criminel, et qu'ils allaient attaquer la Syrie, et que par conséquent c'était un encouragement parce qu'ils pensaient que c'était dans le droit chemin. Des jeunes qui disent de vrai n'ont pas... Ces djihadistes qui sont là-bas, on peut considérer qu'ils sont les, entre guillemets, les collaborateurs occasionnels de la diplomatie française, puisqu'ils poursuivent le même but, ils combattent Assad, comme le fait la diplomatie française. Et donc, il n'est pas possible de les poursuivre pour association de malfaiteurs en l'état du droit français, à la différence de ce que nous faisions lorsque les djihadistes allaient porter le feu
en Afghanistan, où là, pourtant, avant-hier soir, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a dit que les Français qui reviennent de Syrie pouvaient être poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Eh bien, donc, il se trompe sur le plan du droit. Je pense qu'effectivement, nous verrons, le parquet pourra toujours engager des poursuites. Il faudra voir effectivement si les juges, qu'ils soient juges d'instruction ou juges du tribunal correctionnel, éventuellement de la cour d'assises, retiendront qu'il s'agit d'une association de malfaiteurs terroristes, dans la mesure où ces gens-là, finalement, étaient engagés dans le même processus diplomatique, enfin, leur était guerrier, dans le même processus diplomatique que nous. La garde des Sceaux m'a répondu effectivement sur la ligne qu'a utilisé le ministre de l'Intérieur. Je pense qu'elle se trompe en droit. Et je pense qu'effectivement, on pourrait demander au Parlement de faire en sorte d'avoir une loi efficace et spécifique pour cette affaire djihadiste. Ouais. Quand vous dites que ces jeunes djihadistes sont vous avez employé l'expression collaborateurs occasionnels de la France en poursuivant de manière guerrière, mais la même politique, ce sont des propos tout de même assez lourds. Est-ce qu'au fond, vous sous-entendez que la France n'aurait peut-être pas tout fait pour décourager ce genre d'initiative? Non seulement on n'a pas tout fait pour encourager ces initiatives, mais pour décourager. Mais dans un premier temps, finalement, je crois que ça se faisait à la satisfaction de beaucoup de gens, notamment du Quai d'Orsay, qui se disaient, nous voilà très engagés dans le processus anti-Assad. Effectivement, Monsieur Assad n'est pas quelqu'un de défendable, c'est effectivement un criminel, c'est un boucher, c'est un dictateur, tout ce que l'on voudra. Mais je pense que dans un premier temps, on a dû même encourager ces jeunes gens à partir. On savait que certains partaient, on se disait, après tout, ils vont faire la guerre contre Assad, ça nous arrange bien. Et j'espère qu'on ne découvrira pas, à terme, que ces gens-là ont été plus qu'encouragés, et voir qu'il y a eu des opérations de manipulation pour les y envoyer. Je ne parle pas des 500, mais je parle de quelques-uns. Peut-être les plus faciliter, éventuellement. Faciliter sans doute, peut-être même donner les moyens. Syrie. Autre question, qui finance ces départs? Notre spécialiste vise 2 États en particulier. Comment qu'ils partent ces jeunes? Qui finance? Il y a les passeurs, ces passeurs-là, ils ont de l'argent, donc voilà, ils sont financés, il n'y a pas de problème, on vous paye le voyage, on vous amène jusqu'à la frontière turque et tout ça, et après vous rentrez, et ainsi de suite. Donc s'ils amènent des groupes, des jeunes qui partent et qui reviennent, ils ont de l'argent, cet argent vient d'où? Moi je vous dis, il ne vient pas de la drogue. Quand on voit les parents, ils accusent clairement 2 pays. C'est eux qui aident nos enfants. Parce que ceux qui partent, ils parlent de l'Arabie Saoudite et ils parlent du Qatar. Il serait déjà 76. Qui encourage l'infiltration des terroristes en Syrie? La pensée takfiri est liée directement à la pensée wahhabite des Saoudiens, uniquement. C'est pour cela que nous disons que les pays du Golfe sont impliqués dans l'effusion de sang syrien, parce que ce sont eux qui ont fourni les bases de ce courant qui traite les autres musulmans de mécréants, ce qui les autorise par conséquent à décapiter les autres. La pensée de Daesh, c'est aussi la pensée wahhabite, car couper les mains, les bras et les têtes au sabre, c'est une tradition wahhabite d'Arabie Saoudite. Ces groupes comme Daesh sont sur la liste des organisations terroristes et il y a des États qui les financent. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne que la Turquie finance Daesh et facilite le passage de ses membres en Syrie. Et ce n'est plus un secret pour personne non plus que le Qatar et l'Arabie Saoudite financent le front Al-Nusra. Ils financent les entraînements et l'armement. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, mais ça a été confirmé par le rapport du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, il faut frapper l'État islamique ou non? Mais qui finance l'État islamique? Ils se financent eux-mêmes par le pétrole qu'ils vendent. Qui fournit des armes? Trop grave pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, l'État islamique se finance par le pétrole parce qu'ils ont pris plusieurs puits de pétrole qu'ils vendent pas cher à peu près tout le monde qui leur achète, la Turquie et la Syrie à côté. C'est comme ça qu'ils ont leur argent. D'abord, vous en savez des choses. Oui, le Qatar, l'Arabie, que ça vous dit rien tout ça? Ah oui, il me semble que le Qatar et l'Arabie sont... On est dans une situation un peu inextricable où on a été obligé de s'allier ou d'afficher une alliance avec les pays qui ont soutenu, financé, c'est plus un secret pour personne maintenant, qui ont soutenu et financé l'État islamique. Pourtant, hier, les ministres sur place, Jean-Yves Le Drian, Bernard Cazeneuve, ministre français, disaient que le Qatar, ne les finançait pas. Oui, c'est terminé ça ou... Je suis pas ministre, donc je peux pas tenir ce discours, d'autant que c'est le vice-président américain lui-même qui a dit que le Qatar ou l'Arabie Saoudite avait financé ça, donc on est dans une situation inextricable où on est obligé de s'allier avec ceux qui ont soutenu, s'ils l'ont pas soutenu financièrement, moi je crois que si, mais ils l'ont soutenu au moins par la logistique et par la propagande, ils ont soutenu l'État islamique, on est obligé de s'allier avec eux, et en désaccord. Le Qatar a-t-il un agenda caché, des arrière-pensées, lorsque par exemple il soutient les révolutions du printemps arabe ?
Lorsqu'il fournit des armes aux civils, hier en Libye, ou aujourd'hui à ceux qui se battent en Syrie contre le président Bachar el-Assad. Bon. Omar Diaby, alias Omar Homsen, serait donc mort en combattant le régime. Il était le recruteur numéro 1 des djihadistes français. L'été dernier, la plupart des médias français annonçaient sa mort, suite à une information diffusée par ses proches. Mais selon Omar Homsen, cette mort était en fait une mise en scène pour lui permettre d'aller se faire soigner à l'étranger. Il y avait la trace d'Omar Homsen. Sur ses propres images, Omar Homsen n'apparaît que rarement en situation de combat. Contre qui se bat-il au juste? J'ai pu lui poser directement la question. Notre ennemi est ciblé, c'est-à-dire notre ennemi c'est Bachar el-Assad. Nous sommes des personnes qui revendiquons haut et fort notre dogme islamique, qui est la Aqidah, qui dit que quand une nation musulmane est attaquée, tous les musulmans doivent venir à son secours. Donc quand nous sommes en France et que nous voyons le peuple syrien se soulever contre son gouvernement et ensuite se faire massacrer, c'est une obligation pour nous de quitter ces pays-là et de venir les secourir. Donc oui, nous faisons le djihad, mais le djihad en fait c'est un combat noble, c'est un combat noble, car c'est un combat de secours et de défense. Question simple, comment considérez-vous ces combattants du djihad, comme des alliés de la France ou comme des ennemis de la France? Tous ceux qui combattent dans des groupes terroristes et qui peuvent demain se retourner contre nous, tous ceux qui combattent dans une situation particulièrement confuse aujourd'hui en Syrie, sont des ennemis. Puisque en Syrie, il y a une guerre et il y a un combat juste puisqu'on combat le régime de Bachar. Monsieur le ministre, pour parler clair, tous les combattants français actuellement en France seront poursuivis par la justice, c'est ce que vous dites? Pas tous, pas tous. Rompu à la communication, Omar Homsen est surtout un redoutable recruteur. Visé par un mandat d'arrêt international, souvent présenté comme un gourou qui exerce une emprise mentale sur ses troupes. Omar Homsen est l'un des tout premiers à avoir fait partir des Français en Syrie. Brian était parti avec son ami d'enfance, Frédéric, 19 ans, sans emploi. Ce jour-là, sa mère découvrait à peine le rôle néfaste joué par Omar Diaby. C'est pas ces gamins qui ont appris, qui savent que les femmes se font tuer, ils connaissent rien, ils savent même pas qui est Bachar el-Assad, ils savent même pas ils connaissent aucune politique, aucun... Fred, il faut pas y demander même qui est le président de la République, je suis certaine qu'ils sauraient pas vous répondre à l'heure actuelle. Ils s'intéressaient pas particulièrement à la situation politique? Pas du tout. Rien, mais rien, de rien. Je sais pas comment on peut utiliser des enfants pour une religion, pour des guerres. C'est de l'abus de faiblesse? Est-ce que vous comprenez que les familles puissent penser que vous les avez manipulés et que vous avez gâché leur vie? Est-ce que vous comprenez ça? Non, je comprends pas trop. Pourquoi en sont convaincus? Qu'est-ce que vous leur dites aux gens que vous voyez, vous, imam itinérant dans le Val-de-Marne? Moi, je leur dis que personne ne te manipule. Tu es seul responsable de ce que tu fais. Si tu choisis de devenir un terroriste, il n'y a personne. C'est pas les États-Unis derrière, ni la France, ni je ne sais qui est derrière tout ça. On parle de Mera qui est instrumentalisé par la DGSI ou les RI ou le renseignement intérieur. C'est totalement intolérable que l'on puisse disculper ce personnage, ce monstre qui a massacré des enfants juifs dans une école et qui leur a mis des balles dans la tête. C'est totalement intolérable. Et il dit, il a été manipulé. Quelle manipulation? Tu es responsable, c'est toi qui tiens tes mains, c'est toi qui tiens l'arme dans la main. Tu as tué un pauvre militaire qui défendait la France, qui te défendait toi. Et puis derrière, comment tu peux toute la fureur, les historiens disant « Ah putain, ils étaient super énervés au début du 3e millénaire. » Vous avez vu cette campagne-là, la campagne de 2012, avait
totalement dérapé parce qu'un schizophrène de Toulouse, manipulé ou non par des services secrets, avait fait quelque chose. Vous voyez, je suis pas. Quel service secret? Mais non, je parlais comme un historien du futur. Oui, mais je vois pas très bien. Les États-Unis, Israël et la Jordanie auraient formé des commandos de rebelles syriens pour marcher sur Damas. C'est ce qu'affirme le journal français Le Figaro et le site internet Debka-File. Des informations à prendre plus que jamais au conditionnel, car aucune confirmation n'a été apportée. L'incursion de ces hommes en Syrie par le sud, par la Jordanie, depuis la mi-août, pourrait expliquer l'utilisation d'armes chimiques par Bachar al-Assad en représailles, poursuivent les deux médias. Le mois suivant l'attaque, un rapport d'enquête de l'ONU confirme ces doutes. Les Nations Unies ont acquis la conviction que des armes chimiques ont été utilisées contre des civils, y compris des enfants, mais le rapport n'établit aucune responsabilité en particulier. 6 mois plus tard, une autre étude est publiée par 2 membres du MIT de Boston. Elle démontre scientifiquement que les tirs de roquettes porteuses de gaz sarin sont partis des zones rebelles, sans conclure, là non plus, sur l'identité des auteurs de ces tirs. Nous avons effectivement surpris une conversation, une indiscrétion très importante de la part de 2 officiers supérieurs de l'armée libre et d'Al-Farouk à ce propos. Je peux seulement vous dire maintenant que ce n'est pas le régime qui a utilisé un gaz chimique, un gaz de combat dans la banlieue d'Hamassen d'Al-Ghouta. Ça nous en sommes certains par rapport aux informations, par rapport à la conversation que nous avons interceptée, que nous avons surprise. Vous avez conscience, Pierre Piccina, que c'est un pavé dans la mare qui va à l'encontre des combats qui sont menés pour l'instant par plusieurs pays, comme les États-Unis ou la France, qui souhaitent engager des frappes contre le régime de Damas? Alors, c'est effectivement quelque chose qui nous a posé problème dès que nous avons été mis au courant de cette réalité. C'était le 30 août, nous étions à Babalawa, dans la caserne, dans la centrale de l'armée libre partagée avec le mouvement Al-Farouk. Et pour nous, quand nous avons entendu ce que nous avons entendu, on avait un peu la tête en feu parce qu'on avait eu quelques informations avant, selon lesquelles effectivement les États-Unis principalement avaient l'intention de punir le régime, d'intervenir. On avait la tête en feu. Quant à cette femme qui affirme que son mari a été tué par les rebelles, elle adresse un avertissement aux pays tentés de bombarder la Syrie. Les Américains et Israël veulent aider ceux qui nous terrorisent. Mais ils doivent savoir que quand ils en auront fini avec nous, ils se retourneront contre eux. Et ils viendront chez eux pour les tuer. Vous vous taisez, s'il vous plaît. Pendant ça, non, c'est pas drôle, parce que pendant ce temps-là, il y a des civils qui sont tués sur le terrain. On est à plus de 100 000 morts dans le pays. On l'a vu dans ce sujet. Il y a des civils qui n'ont plus de denrées, qui n'ont plus de liberté. Et ce type de débat, c'est toujours facile. Madame, mes parents sont là-bas à Alep. Mais voilà, donc vous comprenez vous me parlez de civils. Vous comprenez, tout à fait. Mais c'est pour ça que vous comprenez que débattre confortablement, c'est facile. Que l'armée syrienne libre n'a pas, avec les djihadistes, n'a pas massacré des 11 villages alaouites et 3 villages kurdes. Vous l'avez déjà développé tout à l'heure, on l'a effectivement entendu. Alors les criminels là-dedans, qui sont les criminels? Ce sont les djihadistes que les services secrets occidentaux nous venons en tous les cas aux djihadistes. Qu'est-ce que vous ne pardonnez pas aux terroristes? Déjà, il faudra savoir qui sont les terroristes. Les terroristes de votre choix. Ils sont partout. Ben, je leur pardonne pas de tuer les innocents. Il y a une thèse que vous développez dans votre ouvrage, c'est ce que vous appelez les passerelles entre la djihadosphère et la fachosphère. Voilà, pour faire simple, donc entre le djihad et l'extrême droite française, ce qui vous a d'ailleurs valu une polémique avec Marine Le Pen. Ces passerelles existent vraiment? Alors, la polémique avec Marine Le Pen, c'est pas tellement avec moi qu'elle a eu, mais plutôt avec un journaliste. Mais en fait, oui, ce qu'on voit, c'est ce que j'ai appelé la congruence, un mot qui a fait aussi couler de l'encre médiatique, c'est-à-dire une construction de récits, de narrations qui sont assez semblables. Entre d'un côté, j'ai étudié en particulier un film qui est très fréquent dans les procédures judiciaires contre les gens qui partent en Syrie et au Liban. Dans un entretien accordé à Al-Manar, la télévision du Hezbollah, le président syrien justifie en outre la présence de ses alliés sur le terrain. Selon lui, si les combattants du Hezbollah sont aux côtés de son armée, c'est qu'ils mènent une guerre contre, je cite, l'ennemi israélien et ses collaborateurs en Syrie ou au Liban.
فرحة عارمة تملأ قلوب الشعب السوري والثوار السوريين والمقاتلين على الأرض، حيث أنها قامت بتدمير أكبر وأخطر المعاقل الإرهابية التي يتحصن بها مقاتلين حزب الله الإرهابي والحرس الثوري الإيراني وقوات الأسد. هل سيؤثر هذا على سير المعركة الداخلية؟ نعم بالتأكيد. بالفترة الأخيرة كانت القوات الأسدية وميليشيات حزب الله الإرهابي وقد يعني طغت كثير في سوريا والمجازر، شاهدتموها وشاهدها العالم كثيرا. الجيش الحر وصل إلى درجة يعني يائسة. هذه الضربات كانت مفيدة جدا جدا، وخاصة في دمشق، حيث الغوطة الشرقية الجيش النظامي والحرس الثوري الإيراني يتقدم. Le où les frappes aériennes israéliennes seraient survenues dans la région de Jamraya, près de la frontière libanaise. Mais des rebelles syriens ont souligné que leurs forces avaient attaqué ce site. Les médias du régime syrien de Bachar al-Assad ont publié un communiqué de l'armée régulière faisant état de 2 morts et de 5 blessés dans cette attaque attribuée à Israël. Le bâtiment a été partiellement détruit, affirment les militaires. Le régime syrien et le Hezbollah, le mouvement islamiste libanais pro-iranien, étaient les plus prolixes sur ce bombardement. Le Hezbollah estime que cela montre les origines du conflit syrien qui dure depuis près de 2 ans. La propagande bat son plein. Frédéric Chatillon dirige une agence de communication qui travaille pour le FN, mais aussi pour le ministère du Tourisme syrien. En juin dernier, en pleine répression des opposants, il lançait Info Syrie, un site internet à la gloire du régime de Damas. Lors de la manifestation parisienne d'octobre dernier, le rédacteur en chef de son site prend la parole. L'opposition syrienne, ce sont des islamistes qui, au nom d'Allah, s'allient avec les Américains et Israël. Ils n'ont pratiquement rien compris. Donc vive la vraie Syrie, vive la vraie France, Abbas Sarkozy, vive Bachar al-Assad. Selon un rapport cité par nos confrères du journal Haaretz et remis au Conseil de sécurité, une étroite coopération se serait progressivement mise en place entre l'armée israélienne et les forces hostiles à Bachar al-Assad. Les premiers échanges auraient débuté en mars 2013. Selon Damas, Israël appuierait activement le front al-Nosra dans sa lutte contre le régime d'Assad. Le mois dernier, au sein de Jabhat al-Nusra, qui est pourtant la branche officielle d'Al-Qaïda, donc c'est paradoxal puisque c'est l'inventeur du djihad global, donc dirigé contre l'Occident. Aujourd'hui, tous n'ont qu'un objectif, c'est faire tomber Bachar al-Assad, c'est combattre en Syrie, et c'est vraiment, voilà, ils sont dans une logique romantique du moudjahid qui va défendre la veuve et l'orphelin. Le président Bachar al-Assad a affirmé dans une interview accordée au magazine American Foreign Affairs qu'à chaque fois que l'armée arabe syrienne voulait entrer dans une zone donnée, elle réussissait à le faire. Mais l'armée syrienne ne peut pas se trouver à chaque kilomètre des territoires syriens. C'est impossible. Répondant à une question sur l'agenda réel actuel d'Israël en Syrie, le président al-Assad a assuré qu'Israël apporte un appui aux groupes armés en Syrie. Et c'est tout à fait clair, faisant savoir que plus nous réalisons une progression dans une zone donnée, plus les Israéliens font des attaques afin d'influencer sur l'efficacité de l'armée arabe syrienne. C'est tout à fait clair. C'est pourquoi certains Syriens se moquent en disant « Comment on dit qu'Al-Qaïda ne possède pas des forces aériennes? En fait, Al-Qaïda a des forces aériennes. Ce sont les forces aériennes israéliennes. » a poursuivi le président. Ce qu'on croit appeler Al-Qaïda, dont nous sommes les inventeurs pour lutter contre les Russes en Afghanistan, et qui est un golem, ça s'est retourné contre nous, comme d'habitude. Mais c'est une organisation, comme disait Donald Rumsfeld, on a les factures, on sait ce que c'est. On l'a inventé, ça s'est retourné contre nous, mais on sait où c'est. C'est un peu comme l'État islamique, vu par nos amis sunnites. Mais si vous me prenez tout ce que je vais dire, on en a déjà parlé auparavant. À votre avis, le président Assad, vous soutenez le président Assad? Et est-ce que vous soutenez ce qu'il fait en Syrie et ce qui se passe avec ces Syriens, ces millions de réfugiés, ces centaines de milliers de personnes qui sont mortes et dont une grande partie a été tuée par ces gens à lui? Et à votre avis, ils ont raison, ceux qui soutiennent l'opposition armée,
et surtout les organisations terroristes dans le seul but de renverser Assad, sans se préoccuper du sort de ce pays après la destruction totale de toutes les institutions étatiques de ce pays? Nous avons déjà connu ça. J'ai déjà parlé de la Libye. C'était il n'y a pas longtemps. Les États-Unis ont activement contribué à l'anéantissement de toutes ces institutions étatiques. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est une autre question. Mais elles ont été détruites. À la suite de cela, les États-Unis ont subi de lourdes pertes, y compris la mort de leur ambassadeur. Vous voyez à quoi ça mène? C'est pour cela que nous aidons les structures légales de l'État, mais je veux le souligner une fois de plus, tout en espérant que les transitions politiques nécessaires pour le peuple auront lieu en Syrie. Vous dites sans cesse, avec une persévérance qui pourrait être mieux utilisée, que l'armée syrienne se bat contre son propre peuple. Mais regardez qui contrôle 60% du territoire syrien. Où est cette opposition modérée? 60% du territoire syrien est contrôlé soit par Daesh, soit par d'autres organisations terroristes, telles que le Front al-Nosra ou d'autres encore, reconnues comme organisations terroristes par les États-Unis, entre autres États, ainsi que par l'ONU. Ce sont elles, ces organisations et personne d'autre, qui contrôlent près de 60% du territoire syrien. Quant aux réfugiés, ils ne viennent pas seulement de Syrie. Qui s'enfuit de Libye? Qui s'enfuit des pays d'Afrique centrale, où les islamistes font la loi aujourd'hui? Qui s'enfuit d'Afghanistan, d'Irak? Alors il n'y a pas que de Syrie qu'on s'enfuit. Pourquoi avez-vous décidé que les réfugiés quittent la Syrie seulement à cause des actions entreprises par Assad dans le but de défendre son État? Qu'est-ce qui vous fait croire que les réfugiés n'échappent pas aux atrocités commises par les terroristes, notamment par Daesh, qui décapitent des gens, qui les brûlent vifs, qui les noient, qui détruit des monuments du patrimoine mondial? Ce sont les gens de Daesh, et surtout eux, qui provoquent cet exil. Et bien sûr, les actions militaires, c'est certain. Mais il n'y en aurait pas de ces actions si les groupes terroristes n'étaient pas aidés avec de l'argent et des armes venant de l'étranger. J'ai l'impression que quelqu'un veut se servir de certaines unités, ou bien de Daesh dans son intégralité, pour renverser Assad et réfléchir seulement après aux moyens de se débarrasser de Daesh. C'est un plan compliqué et à mon avis pratiquement irréalisable. Alors, moi j'ai l'impression que vous sous-estimez le cynisme de Poutine. Parce que non, je ne dis pas. Non, vous me dites qu'il fait pression sur Assad. Moi, je vois pas ça comme ça. Il pourrait faire pression. Oui, mais qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu que l'opposition modérée, qui a existé à un moment, qui était déjà pas bien forte politiquement. Non, mais si ça existait à un moment, politiquement et militairement, n'existe plus. Ils ont réglé son problème. Il y a encore. Elle est plus crédible. Donc là, maintenant, c'est d'un côté. Laisse-moi finir. Vous avez tous inventé un mythe de l'islam modéré. Non, mais écoute, on n'a pas parlé d'islam modéré. On a parlé des gens. L'opposition modérée, c'est comme en Égypte. Ça finit à 3. Il y a une victoire des islamistes derrière. Il n'y a plus que deux camps. Il y a Assad de côté et... il y en a avec deux. Non, il y a plus de deux. Non, mais d'accord. Mais en gros, les djihadistes sur lesquels tout le monde est d'accord pour taper. Donc, ils ont gagné. Non, il y a plus de camps, c'est ça le problème. C'est que c'est un merdier, si vous me permettez l'expression, avec de multi... Il y a les vrais djihadistes Daesh, il y a les vrais faux djihadistes Nosra, il y a des salafistes qui collaborent avec des djihadistes, et puis il y a nos rebelles modérés qui collaborent aussi avec les djihadistes. Et c'est là où les Russes disent, nous, toute personne qui collabore avec des djihadistes est un terroriste. Et ben voilà, c'est ce que je dis. Je pense que dès 2011, pourquoi moi je l'ai vu, alors je vois pas pourquoi, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont vu. Dès le 2011, parce que c'était la logique de ce monde arabo-musulman, la logique c'est que en fait l'opposition modérée c'est condamné à se noyer dans l'opposition islamique. C'est leur destin, comme le fleuve va à la mer. Mais ça vous ne voulez pas le voir pour des raisons idéologiques. Non. Si, mais si, la preuve c'est que c'est arrivé. Deuxième... Sophisme, non. Mais non, pas sophisme. On va vous expliquer. Bah oui. Alors, il a fait. Bah oui, il a téléphoné puis il a dit aux Français de venir. Venez vous battre, à Daesh, formidable. C'est le club méditerranéen. Alors pour revenir sur le fond de l'affaire, pour quelles raisons vous aviez envie de vous déplacer en Syrie?
Parce que vous savez que ça fait de très nombreuses années que je m'intéresse à cette région, de très nombreuses années aussi que je me soucie du sort des chrétiens d'Orient et des autres minorités religieuses, sachant que chaque fois qu'il y a une déstabilisation, ce sont ces minorités qui sont ciblées. On l'a bien vu en Irak depuis des années, on le voit aussi en Libye et en Syrie, on le voit en Égypte. Cette préoccupation donc m'a amené, parce qu'en tant que parlementaire on ne dépend pas de l'exécutif, m'a amené à vouloir me rendre compte sur place. L'information a beaucoup porté du côté opposition armée. Elle a aussi porté ces derniers temps sur la résistance kurde syrienne, qui a d'ailleurs été coordonnée avec l'armée syrienne, il faut le signaler au passage. Et elle porte peu sur ce qui se passe à Damas. D'ailleurs, par hasard, il y avait une équipe de confrères d'une télévision publique qui était à ce moment-là à Damas. Vous avez rencontré des hommes politiques, mais également vous vous êtes rendu dans des hôpitaux. Quel climat règne actuellement en Syrie et qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je ne peux pas parler du climat en Syrie. Par contre, quand on arrive à Damas, l'étreinte de la rébellion armée a été desserrée et on n'a pas l'impression d'entrer dans une capitale, dans un état qui est sur le point de s'effondrer. On a même été choqué en arrivant par rapport à Beyrouth, de la propreté et de l'organisation de la vie urbaine. On a été aussi frappé par la rencontre avec les dignitaires religieux, le grand mufti accompagné des deux patriarches, le melkite catholique et le grec orthodoxe. Il y a vraiment coexistence entre eux sur le plan de l'organisation de la vie civile. Et ils nous ont bien expliqué aussi que la vie religieuse en Syrie était distincte de la vie politique. C'est en quelque sorte une organisation laïque de l'État. D'ailleurs, on nous a expliqué que c'est à partir de juin 2011, lorsque le gouvernement syrien a refusé de faire entrer les frères musulmans au gouvernement, que la Turquie s'est retournée, alors même que les rapports étaient excellents, il n'y avait même plus de visa entre la Turquie et la Syrie. Une paranoïa qui trouve sa source dans les années 80. À l'époque, les frères musulmans sont opposés au père de Bachar, Hafez el-Assad, lequel échappera de peu d'ailleurs à un attentat. En février 1982, les frères musulmans massacrent 300 hommes liés au régime. Les représailles sont terribles dans la ville d'Hama. L'armée syrienne extermine plusieurs milliers d'islamistes radicaux. 30 ans plus tard, les frères musulmans ont toujours ce désir de vengeance. It was here, inside the Iman Mosque in the heart of Damascus, that a suicide bomber blew himself up, killing Sheikh Mohammed Saeed al-Bouti, thought to be in his 80s. At least a dozen worshippers also died in the early hours of Thursday evening. Sheikh Bouti was a prominent Sunni cleric and a staunch supporter of President Bashar al-Assad. He was a highly regarded religious figure in the region. He was a prolific author and had a huge following, especially amongst Damascus and Aleppo Sunni communities. He was considered an ally of the Assad family rather than someone paying lip service. And because he was Sunni, his support of the Alawite Syrian leaders, current President Bashar al-Assad and before his father, Hafez al-Assad, was considered crucial. Historically, Bouti was a strong opponent of the Muslim Brotherhood movement seen as a threat to Assad's rule. When the Syrian revolt began, Bouti became a strong vocal critic of the armed rebels. Less than a month ago, he called on young Syrians to join the government armed forces to defend their country. C'est simple qu'on le dit en France. Cela dit, aider Bachar el-Assad, c'est laisser tomber les Syriens qui ont subi ou qui subissent encore les actes, les agressions d'un dictateur. C'est-à-dire que c'est un message qui est adressé. Oui. Je vous le dis, c'est pas le poussin du jour, Bachar. Voilà, hein. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque nous, Français, on a livré des armes à des katibas, à des soi-disant insurgés démocratiques et qui sont passés avec armes et bagages dans Al-Nosra et donc Al-Qaïda et qui de temps en temps fricotent avec l'État islamique, eh ben bravo, on a joué les apprentis sorciers. Et je le dis avec force. C'est ce qu'a constaté dans le secret le plus total. Paris livre des armes aux rebelles. François Hollande le reconnaîtra beaucoup plus tard dans une confidence à l'auteur de ce livre. Nous avons commencé quand nous avons eu la certitude qu'elles iraient dans des mains sûres.
Pour les armes létales, ce sont nos services qui ont procédé aux livraisons. Ces Syriens reçus par Laurent Fabius président des comités révolutionnaires civils. Que sont ces zones? Quelle est l'action de la France là-bas? La France donne de l'aide qui passe grosso modo par cette frontière turque. Il y a très souvent la présence de diplomates français là-bas pour faciliter la chose. C'est carrément du liquide qui passe, mais bon, on garde des reçus. Votre invité fiscalier, donc le père Paolo Dall'Oglio. Bonjour Père Paolo. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Après avoir passé 30 ans en Syrie, où vous avez fondé un monastère, vous avez été chassé de votre pays d'adoption au début de l'été. Expliquez-nous pourquoi. Moi, j'étais renvoyé de Syrie en juin. C'est parce que simplement, j'étais pour la liberté, pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour le changement d'un pays demandé par ces jeunes. D'ailleurs, je demande à tous ceux qui nous écoutent maintenant d'envoyer une pensée de solidarité aux jeunes qui sont dans les prisons du régime et qui souffrent infiniment. Donc vous dites que vous avez été chassé finalement pour des raisons d'ordre politique. Vous avez été en revanche reçu hier soir par Laurent Fabius au Quai d'Orsay. Que lui avez-vous demandé? Les gens qui... Un an, j'ai dit au ministre des Affaires étrangères français, surfer sur les divisions syriennes pour éviter les massacres massifs à la chute du régime et obtenir la mutation démocrate. Et je lui ai dit, il faut séparer les gens, parce qu'on est en guerre civile, maintenant depuis 2 ans. Alors, c'était depuis 7 mois. Il faut éviter les massacres, diviser les gens. Même M. Sharon l'a demandé à Paris il y a quelques semaines. Cela est nécessaire. Il faut que les armées arabes puissent compliqué. séparer. Et vous savez aussi les liens qui existent, par exemple, entre le régime de Bachar et Daesh. Vous savez les liens qui existent entre le régime de Bachar et l'Iran. Vous savez qu'il y a la confrontation entre le monde sunnite et le monde chiite. Et donc, il faut avoir en permanence en tête ces questions. Mais pour nous, l'essentiel... Ces 3 pays forment ce que l'on appelle le croissant chiite. Un croissant que les sunnites veulent briser. Pour eux, le maillon faible, c'est Bachar el-Assad, le dictateur syrien. Il est alaouite, une branche du chiisme. Il est soutenu par l'Iran. Face à lui, des rebelles majoritairement sunnites. L'imam Koundou est l'un des prêcheurs sunnites les plus connus de Syrie. Il prêche une guerre sainte d'un nouveau genre, le djihad entre musulmans. Je vous le confirme, les chiites combattent le peuple syrien parce qu'il est sunnite. Tout comme les chiites ont combattu les sunnites en Irak lorsqu'ils étaient au pouvoir. C'est une guerre entre les croyants et les mécréants, entre la vérité et le mensonge. C'est une guerre des sunnites contre les chiites et tous ceux qui les soutiennent. Abou Kossaï est sunnite, il se bat ici depuis 2 ans. Et quand on lui parle des chiites, il est radical. Un chiite doit être tué sans aucun doute. Ne vous y trompez pas. Le pouvoir de Bachar se mêle de tout, même de religion. Il fait tuer les soldats sunnites quand ils refusent de tirer sur les frères. Je vous le dis, le père de Bachar est en enfer, et son fils ne tardera pas à le rejoindre. C'est le sort de tous les mécréants. Un musulman qui tue un autre musulman, un péché en islam. Vous avez quitté la Syrie à l'été 2012, vous êtes revenu là en passant donc par le Kurdistan irakien jusqu'en Syrie. Qu'est-ce que vous avez vu dans les gens que vous avez croisés, vous qui avez l'habitude de l'écoute? Quels sont les mots qui sont revenus ou les blessures qui vous ont été racontées? En positif, j'ai vu des gens déterminés à sauver leur pays. Dans ce livre, La rage et la lumière, j'ai raconté l'histoire de Djihad, le nom est intéressant, Djihad Razal, un sunnite du nord de la Syrie à côté d'Alep, et qui a perdu un frère en bataille. Il était prêt à organiser la réconciliation avec les chiites. Il y a 2 villages chiites. Et en collaboration avec les Kurdes, qui soient les Kurdes, la médiation entre les 2 groupes, pour sauver le bon voisinage originaire des Syriens. Il a perdu un 2e frère. J'étais avec lui quand il a perdu son 2e frère. Et il n'a pas branché, lui, son oncle, un musulman, un chef musulman du lieu. Ils étaient sous le plateau de la télé, parler réconciliation, tendre la main.
pour la réconciliation. Ça, c'est des islamistes que j'aime. Ça, c'est l'islamisme que je reconnais. Ça, pour moi, ce n'est pas différent d'une attitude civile, humaine. Ça, c'est vraiment un citoyen islamiste. Un père jésuite enlevé par des islamistes en Syrie, Paolo Dall'Olio, qui a soutenu le soulèvement contre Bachar el-Assad, a été kidnappé à Raqqa, dans l'est du pays. Une ville tombée aux mains des djihadistes de l'État islamique d'Irak et du Levant, un mouvement affilié au réseau Al-Qaïda. Le religieux italien avait été expulsé du pays l'an dernier par les autorités de Damas, après avoir aidé les victimes de la répression gouvernementale dans un monastère du massif de l'Anti-Liban. Le président Bachar el-Assad adresse une lettre au pape du Vatican concernant la situation en Syrie et les positions de sa sainteté à ce propos. Le président Bachar el-Assad a adressé au pape du Vatican François une lettre remise par Joseph Suède par l'intermédiaire de Monseigneur Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Le président Assad a affirmé dans cette lettre que la Syrie, direction et peuple, appréciait les positions du souverain pontife vis-à-vis de la crise en Syrie, tout en mettant l'accent à cet effet sur l'agression dont faisait l'objet la Syrie ainsi que sur l'appel du pape François à la prière et au jeûne pour la paix. Le président Assad a également précisé dans cette même lettre que le règlement de la crise en Syrie se fait via un dialogue national intersyrien, sous direction syrienne et loin de toute ingérence étrangère. Il revient au seul peuple syrien de décider de son sort et de choisir ses dirigeants par le biais des urnes, a encore souligné le président Assad, avant d'indiquer que le gouvernement syrien avait confirmé sa disposition à participer à la conférence internationale sur la Syrie, Genève 2. Il a de plus souligné que la lutte contre le terrorisme visant les citoyens syriens constituait une condition sine qua non pour garantir le succès de toute solution pacifique à la crise en Syrie. L'arrêt de la violence dépend de l'abstention de certains pays d'accorder un appui militaire, logistique et financier aux groupes terroristes armés qui sont entraînés par certains pays limitrophes et soutenus par d'autres pays connus dans la région du Moyen-Orient et ailleurs, a poursuivi le président Assad dans cette même lettre. L'État syrien est déterminé à faire son devoir constitutionnel de protéger ses citoyens, toutes composantes confondues, des crimes perpétrés par les bandes takfiristes contre leurs maisons, écoles et lieux de culte via les attentats terroristes et les obus de mortier, a conclu le président al-Assad. Un Bachar al-Assad détendu, presque souriant, en pleine discussion avec des parlementaires français. Voilà l'image qui fait grincer des dents, en rupture totale avec la diplomatie française officielle. La veille, ils avaient traversé la frontière entre le Liban et la Syrie, direction Damas. Dans ce convoi, un PS et un UMP côte à côte, Gérard Bapt et Jacques Millard, venus renouer le contact avec le régime syrien. Poignée de main, aide d'honneur, photos officielles, visite d'hôpitaux. Le régime fait les choses en grand et veut montrer aux parlementaires les victimes de la guerre. 18 ans, c'est une fille de 18 ans. Une explosion. Aucune délégation française n'était venue à Damas depuis la fermeture de l'ambassade. Pour eux, pas de doute, il faut parler avec le régime syrien. Les attentats de Paris, la montée en puissance de Daesh, tout cela aurait changé la donne. Il est impossible de vouloir aborder la question du terrorisme en France sans étudier, sans s'informer sur cette même situation du terrorisme au Proche-Orient et en particulier en Syrie. Donc si nous sommes ici, c'est aussi dans l'intérêt de la France. Tendre la main à Bachar al-Assad, devenu dictateur infréquentable, paria de la communauté internationale, jugé responsable de milliers de morts, impensable pour le gouvernement français qui dénonce avec force l'initiative des parlementaires. C'est une faute, et c'est une faute morale. Les parlementaires représentent la souveraineté nationale, représentent ce qu'est ce pays, et que des parlementaires aient ainsi, sans crier gare, rencontré un boucher, non, ça je crois que c'est une faute morale. C'est une rencontre avec un dictateur qui a bombardé son propre peuple et qui a utilisé l'arme chimique. Après, ici la différence, c'est que c'est de l'intérieur, c'est Bachar qui tue sa population. Petit à petit, le message évolue. Les recruteurs passent de l'aide aux enfants syriens à l'étape suivante, la lutte armée
Les recruteurs passent de l'aide aux enfants syriens à l'étape suivante, la lutte armée. L'histoire de cette vidéo, c'est assez simple. On a décidé d'illustrer ou de faire ressentir plus ou moins la douleur de ces Syriens qui étaient victimes des bombardements du régime de Bachar al-Assad. Et c'est une vidéo qui a été lancée le 1er janvier ou le 5 janvier 2014. Et on a décidé d'appeler cette campagne Imagine. Imagine pourquoi? Imagine ça serait ton quotidien, imagine ça serait ta vie. Et donc c'est en hommage à ces civils syriens qui sont victimes de la guerre et qui sont victimes des actes barbares du régime de Bachar al-Assad. Dans une chronologie condamnable ou pas? Bon, en dehors du fait que d'autres pourraient l'être auparavant. Assad est aux prises avec une guerre civile. Parce que je sais qu'il tue des civils, mais je ne sais pas qui tue ces soldats. Alors, ça doit être le hasard, la malchance. Le Pen, clairement, vous souhaitez son maintien, son soutien. Enfin, je ne souhaite rien du tout, monsieur. J'observe. Je suis neutre. On a l'impression d'écouter quand même. Infiniment, mon opinion est liée au sentiment que j'ai de la vérité. Et quand je vois des campagnes de propagande, eh bien, je me défie. Je compare ce que dit la propagande et ce que je vois moi-même. Ce que je peux contrôler moi-même, les informations qui me parviennent, et elles ne sont pas parallèles, voyez-vous. Par conséquent, je conserve ma liberté, à moins que vous ne me disiez, Monsieur Le Pen, vous avez encore dérapé, vous devez condamner Assad. C'est pas possible, c'est impossible, il faut condamner Assad. On essaie simplement de comprendre votre point de vue. Il est de dire que Monsieur Assad est libre de bombarder des populations civiles, que le président Assad est libre de faire bombarder des populations civiles, si c'est pour le maintien de la paix dans son pays. C'est ça que vous dites. Oh, madame, on a bombardé des populations civiles dans beaucoup d'autres circonstances. Ne serait-ce que la commune, vous voyez, je vous parle de celle-là dans notre pays. On a fusillé 30 000 civils insurgés. C'est une question à laquelle vous voulez pas répondre. Ça n'a jamais rien à voir. Ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la commune. Racontez-nous ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez l'air d'être un expert de la chose. On va faire un cours d'histoire, simplement, ça n'a rien à voir. Quelle est votre réaction par rapport à aujourd'hui, les tortures d'enfants et les bombardements quotidiens sur la ville de Homs? Vous avez été témoin de tortures d'enfants? C'est rapporté par les journalistes qui sont sur place. J'étais tellement bouleversé par cette guerre injuste que j'avais 7 boutons d'ouvert. Je vois encore le visage émerveillé de ces petits Syriens des rues morts de faim à qui je parlais de Kierkegaard. Oui, revenons à la politique. Doit-on soutenir El-Assad et Poutine dans leur lutte contre Daesh? Bien sûr que non. Vous parlez là de 2 horribles dictateurs qui oppriment leur peuple et la liberté d'expression. Il faut les poursuivre sans relâche pour les renverser, comme je l'ai fait avec Kadhafi afin d'établir enfin... Le chaos et le terrorisme. L'analyse occidentale typique. Là, c'est plus le droit d'ingérence souligne que le rôle des médias. Mais juste pour terminer, on a fait un courrier à Al Jazeera, plutôt au CSA, pour interdire Al Jazeera, par rapport aux images mensonges qui ont été reprises par les médias, parce qu'on a toutes les preuves. Et surtout l'appel au meurtre... Non, mais l'appel au meurtre de Kardawi, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il l'a fait aussi pour Assad. Il y a des plaintes qui ont été déposées, ce qu'on nous a répondu. Pourtant, quand on regarde l'antenne arabe, des questions se posent sur la ligne éditoriale d'Al Jazeera. Chaque semaine, dans son émission La Charia et la vie, le très influent et controversé Cheikh Al-Kardawi, interdit de séjour en France depuis peu, délivre des messages radicaux sans aucune censure. وإن كانوا بالغوا في الأمر ما بلغوا ولكن استطاع أن يوقفهم عند حدودهم الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه. Et ensuite, pour citer Lénine, l'étincelle, c'était l'imam Al-Qaradawi, qui est l'imam vedette de Jazeera, qui a commencé par élever Bouazizi, le jeune Tunisien qui s'est immolé au rang de martyr, qui a lancé une fatwa pour assassiner Kadhafi, qui a lancé une fatwa pour le djihad en Syrie. Les deux ensemble, et on ajoute la puissance financière du Qatar, ça fait les 3 éléments de puissance. سيدي الفاضل آخر كلمات للدكتور ولمن كان يسمعه ويؤمن به
من الناس أقول له هذا الذي أحللته في الشام من الدم حلال في البلد التي أنت فيها أم حرام؟ دعوه ليجيبكم. ثم أنا سمعت أن بريطانيا وفرنسا تعد للشام كيدا ووعيدا، فأقول لكل أهلي وإخوتي ولجيش الشام ولجند الشام، أقول إن جاءوكم بها من وراء البحار فعضوا على بلادكم بالنواجذ وقاتلوهم بالحديد والنار، لا تسلموا بلادنا لأحد من أولئك الذين يأتون من وراء البحار، لا تسلموا أرضنا وعرضنا لأحد جاءنا من وراء البحار، إن أرادوا خيرا فلينفقوه في بلادهم، قاتلوا دون الشام، إذا جاء البريطان والفرنسيون ومن معهم فقاتلوا بما استطعتم من دم وحديد وإسلام وإيمان. ثم أختم بهذه الأخيرة لفضاء الشام أن يسمعني نصيحة، أقول إن الدين ما قد سمعتم من النبوة والكتاب، أنا عن نفسي إبراهيمي الملة، محمدي الدم والولاء، شامي التراب، فاكتبوني في الشاميين بعدما قتل الشهداء وقتل أولئك النفر المبارك الطاهر، اكتبوني في الشاميين وأتموا بي وبأولادي ما نقص من عددكم، أتموا بنا ما نقص من عدد الشام، أتموا بنا من كذب من الشام، أتموا بنا من كذب المرسلين. إذا قام لكم أحد المشايخ وأحد العلماء يحدث بغير هذا الكتاب أنا حجيجه دونكم، فمن كان معه نبوة ومن كان معه كتاب فما زالت الأرض الأرض وما زال السماء السماء وما زالت الآذان الآذان، فمن كانت معه حجة كما قال الله هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أقول لهم هلموا شهداءكم الذين يشهدون أن الله أحل هذا الدم الذي أبحتموه في البلاد. شكرا فضيلة الشيخ دكتور صلاح الدين بن إبراهيم أحد أئمة المساجد. Mais revenons au régime de Damas. Ce n'est quand même pas un régime démocratique. Il y a 5 ans, c'était un soulèvement populaire. Ce n'était pas une rébellion armée encore. Et ce soulèvement populaire, il a été réprimé dans le sang. Alors, ce ne sont pas des temps. Je suis totalement d'accord. Mais il faudra m'expliquer pourquoi l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Roland Dumas, se rend à Londres en 2009 et des amis britanniques lui disent en 2009, on est en train de préparer quelque chose contre la Syrie. Est-ce que vous êtes avec en 2009? Donc, c'est pas... c'est aussi rien à décider tout ça. Moi, je me souviens que depuis 2 ans, depuis cet épisode de l'Angleterre que je vous ai raconté, je ne cesse de dire jamais, jamais la Russie n'abandonnera la Syrie. Vous m'en riez. La grande diplomatie, c'était au contraire, on va mettre un coin entre la Syrie et les Russes. On va mettre un coin entre l'Iran. Rien n'a marché et tout a capoté, et on voit bien aujourd'hui que c'est Poutine qui a gagné sur cette affaire, il est revenu dans le concert international, et qu'au fond c'était de combine avec Obama, parce qu'Obama il voulait s'en sortir, il voulait s'en laver les mains, il voulait s'en sortir le plus vite possible. Un petit mot sur quand même l'habillage qui est fait. Nous avons dit tout à l'heure il y a une grande continuité, c'est vrai, on vient de le dire, on en a rajouté, j'ai dit moi-même mon mot là-dessus. Je voudrais vous rappeler quand même qu'il y a eu une propagande américaine il y a 4-5 ans, quand le président des États-Unis, je ne me rappelle plus lequel, avait fait un grand discours en disant nous allons modeler le Proche-Orient et y amener la démocratie. C'était ça l'idée aussi, pour faire rêver un peu. C'était l'idée du grand Proche-Orient. Le grand Proche-Orient et la démocratie. George Bush. George Bush. Nous allons y amener la démocratie. Bon. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? La mise en application, c'est la destruction d'un certain nombre de régimes. Comme par hasard, les régimes les plus autoritaires, ceux qui vitupéraient le plus contre Israël, contre la domination de l'Occident, etc. Est-ce que ça n'était pas d'ailleurs l'objectif d'un certain Occident de faire tomber le petit, la Syrie, pour faire tomber le grand immédiatement derrière l'Iran? Entre-temps, il fallait passer par la Syrie en raison de son alliance. De là, toute cette campagne sur on va mettre en les armes de destruction massive, oui. Mais il s'est trouvé que la Russie est intervenue. La Russie, c'est pas le Liechtenstein, hein. C'est quand même, c'est vraiment quelque chose qui compte. Et la Chine. La Chine, elle suit la Russie. Mais la Russie, c'est très déterminé. Regardez le nombre de bateaux
qui ont circulé dans la Méditerranée orientale à la suite de la déclaration de Poutine, on prend la mesure des choses. Quelques jours auparavant, la Russie avait lancé des missiles depuis la mer Caspienne pour bombarder des positions islamistes et hostiles au régime d'Al-Assad. Le soutien militaire russe s'avère être décisif pour la survie politique du président syrien. Et aux côtés de la Russie, il y a aussi l'Iran. Depuis septembre, des troupes de Téhéran combattent aux côtés de l'armée régulière syrienne. Et l'Iran est devenu l'une des puissances régionales incontournables dans ce conflit. Bonsoir Véronique Roy. Le djihadisme, Karine le disait, vous l'avez vécu dans votre famille, dans votre chair. Qu'est-ce que vous avez à dire au président de la République ce soir? Qu'est-ce que vous avez à lui demander? Bonsoir Monsieur le Président. Donc je suis émue bien sûr ce soir, honorée aussi de pouvoir vous parler au nom de parents qui sont concernés comme moi. Mon combat aujourd'hui, c'est de rester debout pour que d'autres jeunes ne partent pas et ne meurent pas. Parce que partir aujourd'hui en Syrie, c'est mourir à coup sûr. Et des gens recrutent des jeunes sur nos territoires pour ça. Et ça, c'est pas supportable. Et je me demande ce qu'a fait la France pour en arriver là. Parce qu'il faut toujours s'interroger en amont du terrorisme, enfin des risques de terrorisme, le djihadisme ne conduisant pas forcément au terrorisme. Quelles sont les causes et les actes qui ont produit donc les effets dont on parle ce soir? Et la France est le premier pays occidental en termes de contingent pour Daesh. Donc je voulais vous interroger là-dessus particulièrement, avant d'aborder la deuxième question, parce que pour moi, on a une grande part de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui. Nos enfants, ceux qui sont partis, ne naissent pas djihadistes. Enfin, naissent, ils le deviennent. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, cette jeunesse désillusionnée part pour un combat qui est un combat de la mort ? Il y a eu 170 morts de jeunes Français partis en Syrie et en Irak, dont votre fils. 170. Il y a aujourd'hui, et c'est le sens de votre appel, de votre cri, à peu près 2000 jeunes ou moins jeunes qui, à un moment, peuvent basculer. Et puis, il y a aussi ceux qui sont en Syrie et en Irak et qui sont dans le djihad, mais qui peuvent aussi se retourner contre nous. Il y a à peu près 600 Français qui sont dans cette situation. On sait qu'un certain nombre sont venus frapper. Ce que je voudrais juste rajouter, ce qui était très très important, c'est ce qui a été vraiment évoqué, c'est ce mépris, moi je dirais, ce mépris des Occidentaux, de nos politiques, un monsieur François Hollande qui se permet de dire on va punir, vous vous rendez compte le mot, on va punir, comme dit un instituteur, il l'appelle Bachar par son prénom. Oui. On va punir Bachar, il y a un nom, donc comment s'exprimer comme ça? C'est nous qui avons créé ça. C'est cette ingérence dans ces pays qu'on reçoit en pleine face. Voilà, ça sera le mot de la fin. Le quotidien français Libération a publié un article de Marc Heger, chercheur à l'Institut français pour les affaires internationales, dans lequel il a affirmé que des milliers de terroristes européens se sont rendus en Syrie pour combattre à côté des gangs terroristes armés. Heger a précisé que la crise en Syrie durant 3 ans a attiré des milliers de terroristes européens, évalués à 12 000, dont 700 Français. Heger a en outre souligné que le retour de ces terroristes en Europe constitue un grand danger, car les effets de la crise syrienne sur l'Europe se poursuivront durant les prochaines années. Les 2 frères qui ont attaqué le siège de l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris ont développé leurs aptitudes terroristes en Syrie. Ils se sont battus aux côtés de ceux qui essaient de renverser le président Bachar al-Assad. Entendu, devant Fabius, devant Hollande, ils vont parler de la démocratie, que c'est un peuple qui lutte pour renverser ce régime dictatorial. 50 ans, il commence à dire 50 ans. Pour petite information, Bachar, il est depuis 2000. Voilà, tout simplement. Mais ils font allusion à son père, qui a gouverné la Syrie. Alors, je reviens à la question sur les réfugiés. Oui, à la place de regarder, je dirais, les conséquences, regardons plutôt les causes. Les causes de ces réfugiés. Savez-vous qu'en Syrie, actuellement,
par les embargos imposés par l'Occident, on n'a plus de médicaments, on n'a plus de nourriture. Il faut le dire ça, il faut le dire. Tous les avions qui transportaient, moi j'ai l'habitude tous les ans d'aller en Syrie. Merci. Avec mes enfants, on ne peut plus. Il faut faire un grand voyage. Il faut aller peut-être en Russie, de là-bas en Syrie, ou aller en Algérie, ou en Égypte, pour aller en Syrie. Alors, Monsieur Hollande, est-ce que vous trouvez ça, c'est une action humaine? Non, chers amis. Non, Monsieur Hollande. Non. Vous avez, en plus de ça, qu'est-ce qu'ils font là-bas, ces fractions militaires? Ils s'attaquent à l'institution des États. Il n'y a plus rien. L'infrastructure sont détruites. Les usines de fabrication de médicaments sont attaquées, brûlées. Voilà ce qu'ils font, ces djihadistes. Mohamed a eu plus de chance dans son malheur. Il ne veut pas se montrer, sa famille est toujours en Syrie. Je n'aurais jamais cru devoir quitter ma maison qui est magnifique. J'ai une usine, j'avais tout ce qu'il fallait, mais cette guerre a tout détruit. Son usine détruite sous les tirs de l'opposition, comme il dit. Que venaient libérer les groupes armés anti-Assad dans la zone industrielle d'Alep, il s'interroge encore. Il regrette la Syrie d'avant. On vivait bien, même s'il fallait faire attention à ce que l'on disait. Mohamed est un homme brisé. Son fils militaire a disparu il y a 3 ans, enlevé par des combattants rebelles. Pendant 6 mois, j'ai erré avant d'arriver à la frontière irakienne. Je montrais les vidéos aux gens, je leur demandais s'ils avaient vu mon fils. J'étais prêt à payer pour sa libération. Ils m'ont dit, ceux-là, on les a tués du jour au lendemain. Alors il a pris la route de l'exode. Sa vie bascule à Munich. À Munich, nous avons rencontré une délégation française qui nous a demandé de nous rendre en France. En 3 semaines, il décroche le précieux sésame, la protection de la République française et le statut de réfugié. J'ai surtout parlé à Mohamed, le père de famille, qui lui m'a dit clairement sa grande tristesse de voir des innocents tués. C'est ce terrorisme qui a détruit la Syrie, c'est pour cela que nous avons fui, me dit-il, ce terrorisme qui détruit la civilisation. Et c'est donc aussi pour lui, Mohamed, le père de famille, l'horreur absolue. À propos de la crise des réfugiés maintenant, je voudrais dire quelques mots concernant les accusations de la propagande occidentale qui essaye de montrer que ces réfugiés échappent au gouvernement syrien, que les Occidentaux traitent de régime, bien évidemment. Dans les faits, l'Occident pleure d'un œil sur le sort de ces réfugiés et les vise avec une mitrailleuse de l'autre œil, car ces gens ont quitté la Syrie à cause du terrorisme, surtout à cause des terroristes et des meurtres, mais aussi à cause des conséquences du terrorisme. Quand vous faites face au terrorisme, quand vous voyez vos infrastructures être détruites, et vous ne parvenez plus à subvenir à vos besoins. Du coup, beaucoup de gens sont obligés de partir, à cause du terrorisme, et parce qu'ils veulent gagner leur vie quelque part dans ce monde. Alors l'Occident s'apitoie sur eux. Ce même Occident qui soutient les terroristes depuis le début de la crise, quand il a dit que c'était un soulèvement pacifique, quand il a dit après que c'était une opposition modérée, et maintenant quand ils disent que s'il y a des organisations terroristes, telles que Daesh ou Al-Nosra, c'est à cause de l'État syrien, du régime syrien ou du président syrien. Alors tant qu'ils resteront dans cette optique propagandiste, ils auront de nouveaux réfugiés. Le souci n'est donc pas dans le fait que l'Europe ne les a pas acceptés ou gardés. Le souci, c'est qu'elle ne veut pas s'occuper des causes du problème. Si leur destin vous préoccupe, arrêtez de soutenir les terroristes. C'est notre point de vue concernant cette crise. C'est au cœur de toute cette question des réfugiés. Professionnel. Nous avons rendez-vous avec une ancienne journaliste du Monde qui a vécu 8 ans en Syrie. Bonjour Adeline. Bonjour. Alors je voudrais vous montrer un schéma, Adeline, pour que vous puissiez m'éclairer. Alors en fait, il s'agit d'une représentation partielle de la nébuleuse de groupes rebelles en Syrie. Alors il y a des groupes rebelles internationaux, des djihadistes internationaux, des groupes islamistes, des Kurdes, des dizaines de factions. Pourquoi a-t-on aujourd'hui autant de groupes rebelles en Syrie? Bon,
si vous voulez, maintenant, il n'y a plus d'idéaux. On n'est plus du tout dans une logique d'idéal. On est dans une logique qui est malheureusement financière. Donc, autant de factions, autant de capacités de salaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, quand on combat en Syrie, quand on pose une action de combat, on est payé, on reçoit un salaire. Et dans un pays pauvre, après 5 ans de guerre, ça a du sens, ça, de recevoir un salaire. Donc, il y en a autant parce qu'il y a autant de villes, et à chaque fois, c'est un petit groupe qui va être payé. Qui paye? D'où vient l'argent? L'Arabie Saoudite a dépensé plusieurs milliards de dollars à financer la rébellion, donc ça c'est sûr. Les États-Unis évidemment, la Turquie, la France, nous. La France soutient la coalition nationale syrienne. Sont-ils des terroristes ? Ceux qui, à l'heure actuelle, reçoivent le soutien et possèdent des armes occidentales appartiennent au groupe État islamique, armés et équipés par votre État et d'autres pays occidentaux. Votre ministre de la Défense l'a déclaré publiquement au début de l'année, en affirmant avoir envoyé des armes. Par conséquent, ceux que vous qualifiez de modérés ont diffusé en 2012, avant que le groupe État islamique n'apparaisse et que l'Occident ne reconnaisse l'existence même du Front al-Nusra, une branche d'Al-Qaïda. Ils ont diffusé des vidéos dans lesquelles ils dévoraient le cœur d'un soldat syrien, mutilaient les corps. Sur cette vidéo, un chef de l'ASL, considéré comme modéré, arrache le cœur d'un soldat syrien. Des images atroces, destinées à terrifier les combattants de l'armée régulière. Ils vont te lui ouvrir le ventre à la pioche et y bouffer le foie tout cru. Mais grand Dieu, non, il s'agit de rendre sa dignité à un peuple, de restaurer un juste équilibre des forces. Mais t'as raison, Malraux. C'est toujours bien d'armer les deux camps. C'est comme ça que ça dure plus longtemps. Génial. Tu verras, le Vietnam à côté, ça va être du musical. S'il devait y avoir deux issues, moi, on a essayé de me... récemment encore de me faire participer à un truc soi-disant universel contre le pouvoir de Bachar al-Assad. Mais moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que ce sont les Occidentaux qui essaient de déstabiliser le pays de Bachar al-Assad et que ce qu'on appelle soi-disant l'opposition, même s'il doit exister une opposition, des gens qui seront pour plus de liberté, ça doit exister. Mais ce sont des gens, principalement les gens qui font opposition à Bachar al-Assad, c'est des milices wahhabites qui sont payés par le Qatar et les Occidentaux et qui sont payés pour déstabiliser le pays, et que le but final c'est de frapper l'Iran. Et voilà. J'aime pas les choses qui sont pas claires. J'aime pas quand on essaie de me manipuler. Alors mon clan ennemi depuis une soixantaine d'années. Regardez le titre de mes confrères. 2 anciens ennemis s'unissent contre Téhéran. Alors le journal a ses sources, des sources diplomatiques, et mes confrères affirment que l'Arabie Saoudite serait disposée à mettre ses bases aériennes à la disposition de l'État hébreu. L'Arabie Saoudite fournirait également des drones et des hélicoptères de sauvetage. Alors évidemment, cette alliance doit absolument rester secrète. Écoutez ce que disait le mois dernier la ministre israélienne Tzipi Livni. Quand vous entendez les Saoudiens parler de ce qui doit être fait pour éliminer les armes nucléaires en Iran, ça semble familier. Je pense que vous pouvez croire que l'arabe et l'hébreu semblent familiers quand il s'agit de l'Iran. Voilà, finalement, l'Arabie Saoudite et Israël parlent le même langage.